Plus peut-être que Paris, Lyon fut pendant un demi-siècle, par un heureux concours de circonstances, la vraie capitale de l'esprit français. À quoi tint qu'elle ne le resta? Aux disputes religieuses, ces épidémies de l'âme, à la peste, à la coqueluche, ces épidémies du corps. L'Académie de Fourvière, formée à la ressemblance des académies italiennes, date des premières années du siècle. Elle réunissait des gens de qualité, des humanistes, des artistes, des poètes, et plus de 100 ans avant que Richelieu en eût l'idée, fut notre première académie française. Citons quelques-uns de ces noms oubliés. Guillaume Sèvres, cousin de Maurice et riche mécène, Jean de Boissonnet, Jean Visagier, Gilbert Duché, Nicolas Bourlon de Vendeuvre, l'helléniste Jacques de Vintimille, Mathieu le juge-mage, époux de Claudine Sèvres, sœur du poète. Tous ces doctes personnages troussaient l'examètre comme Virgile en personne et rivalisaient d'Ode à la manière d'Horace avec la même virtuosité que Jean II. Aux enragés de latin se joignaient dans les cénacles lyonnais les écrivains de la langue dite vulgaire qu'était alors le français. François Ier protégeait les uns et les autres. Préparant ses campagnes de Piémont et de Provence, il séjourna près de 3 mois à Lyon, du 20 mai au 4 août 1535. Il était le souverain féru d'humanisme par excellence, et je n'en veux pour preuve que ce 252e dizain de la Délie par quoi Maurice Sèvres le célèbre. Le ciel, de soi communément avare, nous a si bas heureusement transmis tout le haut bien de perfection rare, duquel il s'est totalement démis, comme qui veut ses chers et saints amis d'aucun bienfait hautement prémier. Car il a plu, nom de ce coutumier, toute vertu en ces bas lieux terrestres, sous ce grand roi, ce grand François Ier, triomphateur des armes et des lettres. La louange est sans détour, si la langue ne paraît pas très ferme, et je dois ici placer un préambule pour lequel j'invoquerai d'abord un jugement de Sainte-Beuve dans son tableau de la poésie française au XVIe siècle. Aux causes ordinaires, qui dans presque tous les temps font naître à foison les mauvais poètes, déclare-t-il, il s'en joignit ici de particulières, telles que l'imperfection du langage, la faveur peu éclairée des princes, mais nous en indiquerons une qui s'étend sur l'époque entière. Durant cette grande renaissance des lettres, les esprits studieux embrassaient tout, la vocation de créer n'était pas distincte du besoin de savoir, et de ce vaste champ de conquête, au milieu de cette communauté de connaissances, on ne songeait pas encore à l'apanage du talent. On faisait des vers comme on faisait de la médecine, de la théologie ou de l'histoire, et tous les traits d'alors pourraient à la rigueur être rangés parmi les poètes. Rien de plus vrai. Où je me refuse à suivre Sainte-Beuve, c'est lorsqu'il ajoute, d'ailleurs bien des années après son fameux tableau, et alors qu'il révise sa sentence trop hâtive à l'égard de Louise Labbé, l'érudition de Maurice Sèvres et de Pontus de Thiard passe pour ce dernier. Leur quintessence platonique et scientifique ne laisse rien à désirer aux obscurités premières de Ronsard et de ses amis, et ils n'ont pas l'avantage de se dégager par moments comme ceux-ci avec netteté, avec un jet de talent proportionné à l'effort. Ils ne se débrouillent pas. Eh bien non. Je m'inscris résolument, délibérément là contre. Pourquoi? Parce que je veux, avant de me prononcer, faire ce que Sainte-Beuve n'a pas fait, considérer les dates. Maurice Sèvres est né au début du siècle. Il avait quelques 20 ans à la naissance de Ronsard. Toute une génération les sépare. Et l'on pourrait au moins concéder à Maurice Sèvres d'avoir frayé la voie. La langue au XVIe siècle évolua très vite, et Maurice Sèvres ne contribua pas peu à cette évolution. Délie fut imprimé en 1544, mais le poète avait entrepris son œuvre en 1526. Il la gardait jalousement manuscrite et ne la publia que
longtemps après son achèvement, sur l'insistance de ses amis. Les odes du gentilhomme vendômois ne virent le jour qu'en 1550. Au fait, il suffit de relire ce que pensait du précurseur lyonnais le lucide Joachim du Bellay. Voici en quels termes il s'adresse à lui. Esprit divin, que la troupe honorée du Doublemont admire en t'écoutant, signe nouveau qui voles en chantant du chaud rivage au froid hyperboré, si de ton bruit ma lyre énamourée ta gloire encore ne va pas racontant, j'aime, j'admire et adore pourtant le haut volet de ta plume dorée. Ronsard lui-même, qui devait bien savoir ce qu'il lui devait, rendit à Sèvres un hommage dans la préface de ses odes. La poésie française, y dit-il, avec l'assurance du génie, était avant nous faible et languissante, j'accepte toujours Héroët, Sèvres et Saint-Gelais. Le premier et le troisième prêteraient à discussion, et d'ailleurs ils ne sont pas de notre paroisse. Mais pour le second, le poète des Amours de Cassandre ne s'est pas trompé. Qui était Maurice Sèvres, chef incontesté de l'école lyonnaise, en admettant qu'école lyonnaise il y eut, plutôt qu'une réunion accidentelle de beaux esprits. Il ne descendait pas, comme on l'a cru longtemps, de l'illustre souche piémontaise des marquis de Tchéva, mais tout aussi honorablement d'une famille de bonne bourgeoisie, et le père du poète, lequel s'appelait Maurice, tout comme lui, exerça les fonctions d'échevin de sa ville natale. Les Sèvres jouissaient d'une grande aisance, et le futur auteur de Delhi put s'instruire à sa guise. On a toutes les raisons de penser qu'il fit ses études de droit dans une université italienne, probablement Bologne ou Pavie, où il prit le grade de docteur. Il était excellent latiniste, comme en témoigne une demi-douzaine de poèmes qu'il nous a laissés dans la langue d'Horace, et notamment un commentaire lyrique sur une certaine comète qui apparut de son temps dans le ciel de Lyon. En mai 1550, il assistait au mariage de sa sœur Jeanne. Quelques années plus tard, nous le retrouvons en Avignon, où, si nous en croyons une épître italienne de l'imprimeur Jean de Tourne, il découvre le tombeau de Laure, l'immortelle amante de Pétrarque. Il convient ici de noter que Maurice Sèvres n'était pas un homme de cabinet, un érudit tatillon voué à la poussière des bibliothèques. La ville de Lyon a toujours, par je ne sais quelle prédestination inscrite dans ses brumes légendaires, incité ses fils au voyage, à la rêverie, à tous les vagabondages de l'esprit. Quand il y revint en 1534, il avait amassé déjà non seulement de fortes connaissances d'humanistes, mais une bonne provision d'images bien faites pour nourrir une âme et un cœur de poète. Il ne reniait rien du passé, il connaissait par le menu toutes les démarches de la philosophie et de la poésie médiévale, et ne pensait pas que les grands rhétoriqueurs, de Georges Chastelain et de Molinet à Olivier de Lamarche et à Jean le Maire de Belge, eussent œuvré en vain. Mais par-delà cette tradition d'obscurisme maniéré, il voulait interroger les littératures étrangères, il croyait à l'universalisme de ce qu'on n'appelait pas encore la culture, et étendait ses curiosités à l'ensemble de ce monde créé que, depuis moins d'un demi-siècle, Christophe Colomb venait d'agrandir. C'est ainsi qu'en 1535, il publia, par les soins de François Juste, une traduction d'un roman espagnol, La déplorable fin de Flamette, élégante invention de Juan de Flores. Ce roman picaresque, suite à la Fiammetta de Boccace, renchérit, à vrai dire, sur le baroque le plus extravagant, mais Sèvres y déclare dans sa préface qu'il a voulu par là enseigner à cauteleusement aimer, qui n'a aimé ou sagement désaimé, qui est-ce là de ce cruel tyran amour est entrepris. Ne voyez-vous pas, dans cette première manifestation du poète, une sorte de préfiguration jusque dans les termes mêmes de cette Delhi publiée 9 ans plus tard, et dont il avait d'ailleurs déjà commencé la rédaction depuis 8 ans.
aimer, désaimer, voilà les mots, voilà des mots qui devaient souvent se conjoindre sous sa plume. Tant je l'aimais, qu'en elle encore je vis, et tant la vie, que malgré moi je l'aime, le sens et l'âme y furent tant ravis que par l'œil faux que le cœur la désaime. Quelques mois après, François Ier était à Lyon, et la mort de l'héritier de la couronne inspirait au triomphateur des blasons une églogue allégorique dans le goût du temps, Arion don. Je dois avouer qu'il n'y a rien d'autre à dire. Dans les années suivantes, il écrivit plusieurs moralités représentées sur la place du Puy Pelu, 3 mystères, d'autres églogues et un poème épique. Aucune de ces œuvres n'est venue jusqu'à nous. C'est en 1536 que Maurice Sèvres connut Pernette, alors âgé de 16 ans, et qui devait peu après épouser le sieur du Guillet. Il flamba tout de suite pour cette aimable adolescente, dont nous savons par lui qu'elle avait les yeux bleus, pudiquement pervers, les cheveux d'or annelés et errants qui retombaient gentiment sur son œil droit. Elle parlait espagnol et italien, pinçait du luth, avait lu les poètes latins dans le texte et tâtait du grec. Comment eût-il résisté à tant d'attraits? Pourquoi ne l'épousa-t-il pas? Un portrait de lui, placé en tête de la première édition de Delhi, nous l'explique. D'une part, il avait au moins 15 ans de plus qu'elle, ce qui comptait au XVIe siècle. D'autre part, non seulement il était de taille chétive, au dire des contemporains, mais sa barbe en pointe dissimulait une difformité du menton. Il avait de gros yeux saillants, presque bovins. Pourquoi la nature a-t-elle si mal fait les choses? Tous les poètes devraient être des Adonis. Bref, pendant de longues années, Maurice Sèvres soupira pour Pernette, non en silence, mais en vers, qui furent justement ceux de la Delhi. Te voyant rire avec si grand grâce, ce doux sourire me donne espoir de vie, et la douceur de cette tienne face me promet mieux de ce dont j'ai envie. Mais la froideur de ton cœur me convie à désespoir, mon dessein dissipant. Puis ton parler, du miel participant, me remet sur le désir qui me mord. Par quoi tu peux, mon bien anticipant, en un moment me donner vie et mort. La cruelle finit-elle par s'adoucir? Je renvoie ceux qui voudraient trancher la question par eux-mêmes au 139e et 287e dizains du poème. Leur obscurité ne va pas sans éclair, et tel souhait inespéré, me soumettant celle qui me conquit, comme la juste requête enfin exaucée, semble bien signifier que le soupirant ne fut pas jusqu'au bout un amant malheureux, encore qu'il déclare en propres termes: de vos déduits, tant faible est le donneur, ce qui laisse la porte ouverte aux plus décevantes conjectures. Mais après tout, ces amours du XVIe siècle sont loin de nous, et la Delhi nous reste, voilà ce qui compte. Delhi, objet de plus haute vertu. Et ce titre à lui seul semblerait un brevet d'honnêteté pour Pernette, si l'on ne savait que les poètes les plus fervents peuvent être aussi, selon les besoins de la cause, les plus effrontés menteurs. Delhi est un recueil composé d'un huitain liminaire et de 444 dizains décasyllabiques, dont l'architecture complexe répond à des intentions d'ordre mathématique et kabbalistique. 50 emblèmes gravés sur les instructions de l'auteur, rectangles, cercles, losanges, ellipses, triangles et ovales, divisent les poèmes en diverses sections. Ainsi, d'après les initiés, l'ordonnance de Delhi se réduit-elle à la formule suivante: 5 fonctions de 9 multipliées par 49 plus 3. Et les poètes, depuis le XVIe siècle, il faut bien le dire, nous ont désaccoutumés de telles singularités. Car il faut savoir que 5 figure l'incarnation de l'homme, 9 la réintégration finale, 49 les étapes successives de l'initiation solitaire, 50 illumination suprême et 3
des déités accomplis en 3 personnes. Maurice Sèvres n'avait pas en vain fréquenté la Kabbale et les grands mystiques médiévaux, où il avait pris le goût de l'allégorie hermétique. Sur la cinquantaine, Maurice Sèvres se reprit à voyager, peut-être en Espagne, puis entreprit un vaste poème philosophique par lequel il paraît avoir nourri l'ambition d'être un Lucrèce chrétien. Cet ouvrage méritait mieux que le sort médiocre qu'on lui a fait, mais sa matière même le prédestinait à l'oubli. Les temps d'ailleurs avaient changé, le fanatisme religieux dressait les Lyonnais les uns contre les autres, la peste succédait au massacre, et l'on n'a jamais su ni quand, ni comment Maurice Sèvres était allé rejoindre sa délie chez les ombres. Le triomphe de la Pléiade obscurcit son renom, notre temps devait lui rendre justice et le replacer à son véritable rang, celui d'un maître. Délie, c'est-à-dire Pernette du Guillet, ne fut pas seulement la muse de Maurice Sèvres, son inspiratrice et son amante plus ou moins platonique. J'ai dit tout à l'heure ce qu'elle était au physique, et je dois ajouter qu'aux grâces du corps, elle joignait celles de l'esprit. Son bourgeois de mari semble bien avoir été conscient de son rôle de ver de terre amoureux d'une étoile. En tout cas, il se montra de bonne composition. Le poète et la muse pouvaient se promener ensemble, tout à loisir, dans les bois qui environnaient la ville, aller voir les joutes qui se donnaient sur le fleuve, comme le conte Maurice Sèvres au dizain 286 de Delhi. Nous ébattant, madame et moi, sur l'eau, voici amour qui vint les joutes voir. Veux-tu, dit-il, connaître bien et beau si tu pourras d'elle victoire avoir? Et lis, le mieux que tu pourras savoir, l'un de ceux-ci. Et les joutants me montrent. Et quand je vis qu'ils s'entrevenaient contre, je pris le haut pour plus grande assurance. Mais tout soudain, à cette âpre rencontre, fut renversé avec mon espérance. Il l'appelait gentiment cousine et la comparait à la lune. Elle lui rendait la politesse en l'appelant mon jour. Il s'aimait d'une amitié sainte aux frontières mal définies. Il lui apprenait à faire des vers et l'élève était admirablement doué. Elle rimait avec une aisance ravissante. Ma fortune accomplie en mon heureux séjour, de plaisir fut remplie quand j'aperçus mon jour. Qui bien connu l'aura, mon ami aimera. On la voit d'ici, animée d'un sourire mutin, car sa juvénilité n'allait pas sans espièglerie. Je voudrais pouvoir relire en entier avec vous le ravissant poème qui commence ainsi. Si j'aime s'il que je devrais haïr, et est celui que je devrais aimer, l'on ne s'en doit autrement ébahir, et ne m'en doit aucun en rien blâmer. Car de celui le bien dois estimer, et si me fuit comme ça non semblable, mais de s'estuie, le plaisir trop damnable m'ôte le droit par la loi maintenue. Voilà pourquoi je me sens redevable à celui-là qui m'est le moins tenu. Ah, la rusée, qu'elle possède bien l'art de promettre, de donner en reprenant, de proclamer son ardeur, de la contraindre, de tenir en haleine son jour pour le garder dans ses fers. Il avait bien des raisons de la louer, la pauvre Pernette, sitôt enlevée au tout lion du XVIe siècle qui pâlissait d'admiration à sa vue. Elle a vécu, Pernette, l'aimable lyonnaise, et voilà que le mari dédaigné subit, sinon tout à fait berné, s'avise que son épouse regrettée était un bel esprit, et qu'elle a laissé des poèmes, pour lui autant de reliques sacrées, encore qui n'en eût pas été l'inspirateur. Honneur au bon du Guillet, dont nous savons peu de choses, sinon à sa louange, qu'il voulut perpétuer la mémoire d'une femme qui lui avait refusé non son corps, mais son cœur. Il charge Antoine Dumoulin, attaché à l'imprimerie de Jean de Tourne, de débrouiller les manuscrits de sa défunte. Dumoulin les publie dans le désordre où il les a trouvés. Il y a dans ces poèmes de l'aimable femme, vous l'avez déjà vu dans ceux que j'ai cités, de la gravité encore un peu puérile, une humilité coquette devant le savant homme qui la révère, de la gaminerie, un quant à soi
armé contre les capitulations hasardeuses, de l'amphigourie, de la délicatesse, et cette sorte d'aisance coulante, propre aux poètes qui, appelés à mourir jeunes, doivent se hâter de jeter leurs cris. Cela s'appelle rime de gentilles et vertueuses dames d'Épernette du Guillet lyonnaise. Et je ne dirai pas, comme un de ses éditeurs, que ce livret qui pèse peu dans la main compte parmi les réussites les plus rares de nos lettres féminines, mais plutôt qu'on y trouve un document surprenant, émouvant, sur la plus séduisante lyonnaise de son temps. Le dernier poème du recueil se clôt sur ces vers dont le sens fatal, ignoré d'elle, fend encore le cœur à plus de 4 siècles de distance. On ne veut pas voir la perdition de ce qu'on a en sa possession, hélas. J'en viens maintenant au 3e astre, non le moindre, de la constellation poétique lyonnaise au XVIe siècle, à Louise Labbé, la Belle Cordière. Son œuvre en vers est mince par le volume, 3 élégies, 23 sonnets. Pourtant, on n'hésite pas à dire d'elle, nulle femme peut-être, dans toutes les littératures, ne sut exprimer avec autant de passion brûlante les douloureux émois de l'amour. Elle naît près de Lyon, à Parcion-en-Dombes, probablement en 1524. Son père, homme inculte mais bon commerçant, cordier de son métier, rue de l'Arbre-Sec, est fort estimé dans la profession. Louise, née de sa seconde femme, Étiennette Compagnon, est sa première fille. Moins de 2 ans après, veuve de nouveau, il ne tarde pas à prendre une 3e épouse, Antoinette Taillard, fille d'un boucher. Maître Labbé n'était pas seulement un homme à l'aise, il avait de l'ambition. Il rêvait d'échevinage. Mais quoi? Un ignorant, magistrat de la ville. Louise, à mesure qu'elle croissait en âge, croissait aussi en intelligence. Il transfère sur elle ses vains espoirs de briller dans le monde autrement que par ses sacs d'écus. Son élévation à la charge de courrier de la confrérie de la Trinité ne fit que l'encourager dans ses vues. Son ami Symphorien Champier, qui a des lettres, lui met sous le nez un passage qu'il vient de traduire de Cornelius Agrippa de Nottesheim et intitulé De nobilitate et praeselentia femini sexus. Selon cet augure, la race illustre des femmes est au-dessus de la race vile des hommes, plus qu'il n'est possible de le dire. Voilà notre Cordier convaincu. Malgré l'opposition de la marâtre qui voit les grimoires et autres travaux de l'esprit d'un mauvais œil, la petite Louise sera savante, comme tant de femmes le sont en Italie. Le docteur Bembo n'a-t-il pas écrit très sérieusement? Une petite fille doit apprendre le latin. Cela met le comble à ses charmes. Grâce à Maurice Sèvres, Louise connaît toute une compagnie lettrée, où la galanterie est de bon ton. Louise a 16 ans, elle se croit armée contre les pièges de l'amour, mais voici que se présente un homme de guerre. Elle pâlit, elle rougit, elle frémit à sa vue. Elle succombe enfin. Nous en recueillons l'aveu dans sa 3e élégie. Je n'avais vu encore ces hivers lorsque j'entrais en ces ennuis d'hiver. L'homme de guerre s'enfuit et ne reviendra plus. Louise entre en mélancolie comme on entre en religion. Pour lui changer les idées, son brave Cordier de père ne trouve rien de mieux que de la marier à un autre Cordier, presque quinquagénaire et de Montpérin. Il ne se lave que le dimanche, mais il a du bien. Louise le supporte, installée dans la maison du bonhomme, sise entre Notre-Dame de Confort et Bellecour. Elle arrange celle-ci à sa guise, reçoit dans le jardin, refait selon ses plans. Elle tient le premier salon littéraire. Cependant, elle n'est pas à une excentricité près. On se montre au doigt la Belle Cordière habillée en homme, malgré l'interdiction de Rome. En 1542, à 18 ans, elle compte parmi les Amazones qui, pour le futur Henri II, alors dauphin de France, participent à une reconstitution de la prise de Perpignan par l'armée française. À la fin de 1554, le trop séduisant Olivier de Magny, qui avait rendu célèbre un recueil de poèmes intitulé Amour, s'arrête à Lyon. Elle le voit, elle lui parle, elle est conquise. L'homme de guerre de ses 16 ans disparaît de son souvenir.
Malgré la jalousie du nouvel élu, elle est heureuse quelques mois, jusqu'à ce que le bien-aimé parte pour l'Italie. Reviendra-t-il comme il l'a promis? Des mois passent, il écrit des lettres pleines de tendresse, puis se tait. Il connaît à Rome d'autres amours. Louise, informée, on ne sait comme, n'a plus que ses yeux pour pleurer. Elle ne s'en prive pas, et son chagrin lui inspire des vers dont la flamme nous brûle encore. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis, entremêlés de joie. Tout à un coup je ris et je larmoie, et en plaisir maint grief tourment j'endure. Mon bien s'en va, et à jamais il dure, tout en un coup je sèche et je verdoie. Ainsi amour inconsciemment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser je me trouve hors de peine. Puis quand je crois ma joie être certaine, et être au haut de mon désir et heure, il me remet en mon premier malheur. Louise Labbé n'a été en vérité qu'une femme ravagée du doux mal qu'on souffre en aimant, mais elle a exprimé ce mal comme nulle femme ne l'avait fait avant elle, comme nulle femme, croyons-nous, ne l'a fait depuis, dans un délire mystico-sensuel qui est bien de son temps. On ne se lasse pas de lire, de relire tels sonnets qui sont tantôt comme une lave ardente, tantôt comme une tendre plainte où se reconnaissent éternellement ceux qui aiment. Tout aussitôt que je commence à prendre dans le molli le repos désiré, mon triste esprit hors de moi retiré s'en va vers toi incontinent se rendre. Lors m'est avis que dedans mon sein tendre je tiens le bien où j'ai tant aspiré et pour lequel j'ai si haut soupiré que de sanglots et souvent cuidé fendre. Ô doux sommeil, ô nuit à moi heureuse, plaisant repos, plein de tranquillité, continuez toutes les nuits mon songe, et si jamais ma pauvre âme amoureuse ne doit avoir de bien en vérité, faites au moins qu'elle en ait en mensonge. Ce qui frappe le plus dans des vers comme ceux-là, c'est qu'ils aient pu être écrits par une femme qui vivait dans un milieu pétrarchisant, où la pensée alambiquée, entortillée, était à l'honneur. Disciple de Maurice Sèvres, elle le reconnaît pour maître, elle l'avoue comme tel, sans chercher à l'imiter. Il lui suffit de se laisser aller à son inspiration, à la dictée d'une nature où une sensualité exigeante n'a pas moins de part que le trouble du cœur. Irons-nous jusqu'à dire qu'elle aime son mal? Non pas. Mais en l'analysant, en le sublimant par le truchement du poème, elle s'y délecte et en même temps s'en délivre. Ce n'est pas au hasard que sa troisième élégie se termine par ces vers où il s'adresse à l'amour même. Alors ton fait plus aisé me sera quand avec moi quelqu'un le portera. Bien des lecteurs, bien des lectrices, depuis 4 siècles, ont porté, en la lisant, le fait de Louise Labbé. Je ne prétendrai pas qu'elle l'espérait, alors même qu'elle s'adressait aux dames lyonnaises en leur souhaitant d'être moins malheureuses qu'elle. Mais c'est ainsi. La poésie ne l'a peut-être pas guérie autant qu'il est permis à l'humaine condition, mais elle l'a rendue immortelle. J'en ai fini. La poésie lyonnaise au XVIe siècle a eu d'autres servants, et j'aurais pu citer par exemple Jean de Vauzel, né à Lyon, et dont le blason des cheveux est un modèle de tarabiscotage pétrarchisant. Aucun d'eux ne s'est élevé à la hauteur de la rayonnante trinité, Maurice Sèvres, Pernette du Guillet, Louise Labbé. Qu'en un si court espace de temps, 3 poètes de cette envergure aient participé simultanément à la gloire de leur ville marque bien tout l'éclat de la pensée et du sentiment lyonnais en ce glorieux départ de la Renaissance française.